70% de réserves d'or contre 5 milliards de dollars de dette. Deux chiffres, un choix impossible et un nom au centre, celui d'Ibrahim Traoré. En moins de 48 heures, ce président du Burkina Faso transforme un ultimatum froid venu de Washington en bras de fer ouvert sur la souveraineté africaine. À quoi ressemble l'avenir d'un pays quand Ibrahim Traoré choisit de dire non là où tant d'autres auraient cédé, et que ce refus devient un test grandeur nature pour tout un continent? Dans l'ombre de ce télégramme scellé d'un cachet rouge se joue peut-être bien plus que le destin d'un seul État. Au départ, l'affaire semble presque technique. Une dette de 5 milliards de dollars, un délai de 48 heures, la menace de devoir céder 70% des réserves d'or du Burkina Faso. Pourtant, derrière cette équation austère se cache une promesse implicite. Si ce pays tient bon, il pourrait offrir à l'Afrique un premier scénario concret où une nation riche en ressources naturelles ne courbe plus l'échine devant ses créanciers. Le cœur de l'enjeu est clair. Il ne s'agit pas seulement de Ibrahim Traoré Burkina Faso, de Burkina Faso News ou de Ibrahim Traoré Interview, mais d'une expérience à ciel ouvert sur ce que peut devenir un modèle économique affranchi des réflexes de dépendance. La vidéo suit ce pari sur la durée. Comment une décision de rupture, prise depuis un bureau à Ouagadougou, se traduit-elle en tension sur les marchés, en réorganisation des flux commerciaux, en renégociation des alliances régionales et surtout en transformation visible pour les citoyens du Sahel? L'engagement implicite est de montrer, étape par étape, si ce nom ouvre une brèche durable dans l'ordre économique mondial ou s'il ne sera qu'une parenthèse coûteuse dans l'histoire du pays. La révélation immédiate, passée presque inaperçue derrière le télégramme, tient en une phrase. En refusant l'ultimatum, le Burkina Faso ne s'effondre pas dans les semaines suivantes, malgré une dette de 5 milliards de dollars et des menaces de sanctions. Au contraire, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la nationalisation accélérée des mines et le renforcement du contrôle national sur l'or provoquent une hausse de 37% de la production interne, inversant la logique habituelle où la pression extérieure conduit à davantage de dépendance. Dans ce contexte, le matin du 12 août 2025 devient un moment charnière. Un document à l'encre rouge venant de Washington, signé par Donald J. Trump est lu dans le bureau présidentiel comme une déclaration de guerre économique. Le choix d'Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un geste isolé que comme l'aboutissement d'un parcours façonné par les crises politiques et les défis économiques du Burkina Faso. Autour de lui, un cercle restreint de conseillers, généraux, économistes, stratèges, travaillent déjà sur un plan de résistance qui mêle sécurisation physique des mines, révision des contrats avec les sociétés étrangères et préparation d'un discours politique destiné autant à l'opinion africaine qu'aux chancelleries occidentales. Dans les heures suivantes, la situation bascule. L'armée prend le contrôle des sites aurifères clés, les convois miniers passant sous protection directe, plusieurs opérateurs étrangers sont expulsés. Parallèlement, dans les rues de Ouagadougou, des foules se rassemblent spontanément, brandissent le nom d'Ibrahim Traoré et transforment un refus technique en symbole de dignité retrouvée. La résistance cesse d'être un simple bras de fer entre un président et des créanciers. Elle devient un récit partagé, porté par une population qui veut croire que son or peut enfin financer ses propres routes, son électricité, ses écoles. Au milieu de cette séquence tendue, plusieurs figures incarnent la trajectoire choisie par le Burkina Faso. D'un côté, Ibrahim Traoré, trentenaire familier des rapports de force régionaux, organise la riposte en combinant langage de souveraineté et décisions très concrètes sur les ressources. De l'autre, les conseillers militaires et économiques qui composent son premier cercle
élabore des scénarios pour sécuriser les mines, renégocier les partenariats et absorber la vague de sanctions annoncées. Dans les couloirs du pouvoir à Ouagadougou, la décision de nationaliser rapidement les sites stratégiques n'est pas présentée comme une mesure idéologique, mais comme une ligne de défense minimale pour éviter que l'or ne soit utilisé comme levier de pression supplémentaire. Les premières conséquences se voient sur le terrain. Les sociétés étrangères quittent le pays, les convois changent de drapeau et la chaîne de commandement se réorganise autour d'institutions nationales. En parallèle, d'autres personnages collectifs apparaissent. Les manifestants qui remplissent les rues en soutien au refus de l'ultimatum, les militants panafricains qui relaient le discours du Burkina Faso à Bamako, Conakry ou Niamey, et les diplomates africains qui commencent à évoquer publiquement la question de la dette et des créanciers internationaux. L'impact précoce, avant même que les chiffres ne soient connus, se joue donc sur un double terrain, sécuritaire autour des mines, symbolique à l'échelle du continent, avec l'idée que la décision de ce pays du Sahel pourrait modifier les lignes d'une longue histoire de dépendance. La question n'est plus seulement de savoir si la stratégie d'Ibrahim Traoré est risquée, mais ce que signifie pour l'Afrique le fait qu'un État ose dire non. Le déclencheur est net. Le refus explicite de céder 70% des réserves d'or ou de régler la dette en 48 heures, communiqué depuis Ouagadougou alors que les marchés internationaux s'attendaient à un compromis. À partir de ce moment, Ibrahim Traoré assume la rupture et fait passer le dossier du registre strictement financier à celui d'un affrontement stratégique sur la souveraineté. Les réactions ne tardent pas. Suspension de l'aide, annonce de gel d'avoirs, menace publique de sanctions économiques supplémentaires, vient ensuite le sommet de tension. À Washington et à Paris, la décision est qualifiée de populiste, présentée comme un danger pour la stabilité régionale. Les indices financiers qui concernent le Burkina Faso reculent, la spéculation augmente, des analyses anticipent une dépréciation brutale de la monnaie nationale. Dans le même temps, l'armée burkinabé consolide son contrôle sur les mines, les frontières sont surveillées de près et les premiers communiqués officiels affirment que l'or du pays ne sera plus un instrument d'enrichissement externe, mais un outil au service du développement interne. L'onde de choc se propage au Sahel. Des manifestations de soutien éclatent à Bamako, Conakry, Niamey et dans d'autres capitales africaines, où la décision d'Ibrahim Traoré est lue comme un défi lancé à l'ordre économique mondial. Les créanciers occidentaux redoublent de pression, mais la solidarité régionale commence à se structurer. Des pays voisins, comme le Mali, la Guinée et le Niger, envoient des signaux de soutien politique et posent les bases d'une alliance stratégique du Sahel. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un pays qui prend un risque isolé, c'est le début d'un mouvement panafricain qui prend cette décision comme point de ralliement. Dans cette séquence, l'image d'Ibrahim Traoré se fixe comme celle d'un dirigeant qui mise son crédit politique sur la promesse de transformer une crise programmée en opportunité d'émancipation. Le premier indicateur clé se lit dans l'évolution des flux d'exportation d'or. Avant la crise, environ 60% de la production burkinabé quittait le pays sous forme de transactions opérées par des sociétés étrangères, souvent liées à des contrats opaques. Après la nationalisation décidée par Ibrahim Traoré, cette part recule de 10%, un chiffre qui pourrait sembler modeste, mais qui traduit dans les faits une réorientation profonde des circuits d'écoulement. Cette baisse ne signale pas une chute de la production, mais la reprise de contrôle par l'État sur une fraction de la valeur qui lui échappait auparavant. Elle signifie que moins d'or file vers les marchés dominés par les grandes puissances économiques et que davantage de ressources restent disponibles pour financer des projets internes.
Le deuxième indicateur concerne la mutation géographique des échanges. Les exportations vers les pays du G7 chutent de 58%, provoquant une inquiétude notable chez les partenaires occidentaux qui percevaient depuis longtemps l'or du Burkina Faso comme une composante stable de leur chaîne d'approvisionnement. En revanche, les échanges avec la Chine et la Russie progressent de 23% durant les premiers mois de réorientation. Ce déplacement n'est pas une simple diversification. Il représente un basculement stratégique vers des partenaires moins sensibles aux pressions diplomatiques occidentales. Autrement dit, le pays parvient à absorber le choc en substituant, au moins partiellement, ses débouchés traditionnels par des marchés alternatifs. Cette dynamique contribue à stabiliser ses recettes malgré l'environnement hostile. Le troisième indicateur concerne l'impact interne de la nationalisation. La production d'or augmente de 37%, conséquence directe de la réactivation de plusieurs mines abandonnées et de la mobilisation d'entreprises locales pour pallier le départ des opérateurs étrangers expulsés. Ce bond permet au Burkina Faso de maintenir, voire d'amplifier son volume extractif, ce qui constitue une réponse directe aux prédictions d'effondrement économique formulées dès l'annonce du refus de l'ultimatum. Le pays démontre ainsi que la gestion locale, lorsqu'elle est soutenue par une stratégie de sécurisation efficace, peut compenser les pertes de technologie ou d'expertise venues de l'extérieur. Ces données économiques se traduisent en effets tangibles pour l'État. Une partie des revenus nouvellement captés est injectée dans les infrastructures, routes réhabilitées, installations électriques renforcées, équipements logistiques pour les régions minières. Les investissements progressent de manière visible, notamment dans les zones directement touchées par la reprise de contrôle. S'y ajoutent des programmes sociaux financés par les recettes minières, destinés à soutenir les secteurs de l'éducation et de la santé, créant un amortisseur partiel contre les chocs futurs. Au niveau social, cette trajectoire nourrit un sentiment de fierté nationale. Près de 68% des Burkinabés, selon les sondages relayés dans les forums panafricains, perçoivent la décision d'Ibrahim Traoré comme un acte de dignité plutôt que comme une prise de risque excessive. Cette perception renforce la cohésion interne, essentielle dans un contexte de sanctions internationales. Ainsi, les trois grands indicateurs, réorientation des exportations, hausse de la production, stabilisation par les partenariats alternatifs, servent de preuve chiffrée que la rupture engagée n'a pas plongé le pays dans l'effondrement annoncé. Ils traduisent, au contraire, un repositionnement économique structuré autour d'une idée centrale: faire de la souveraineté une variable mesurable, pas seulement un discours politique. La première argumentation critique s'appuie sur l'idée que rompre avec les institutions financières internationales reviendrait, pour un pays comme le Burkina Faso, à se priver des mécanismes qui garantissent traditionnellement la stabilité monétaire. Selon cette position, l'absence de soutien du FMI ou de la Banque mondiale expose automatiquement l'économie à une dépréciation rapide de sa monnaie, à une contraction brutale des investissements étrangers et à une montée des tensions sociales. Les défenseurs de cette thèse soulignent que les sanctions occidentales, cumulées avec l'isolement diplomatique, devraient logiquement provoquer un affaissement général des capacités budgétaires du pays et rendre toute projection de croissance illusoire. La seconde critique insiste sur le caractère jugé personnaliste de la stratégie. Elle avance que la décision portée par Ibrahim Traoré repose davantage sur un geste politique symbolique que sur une évaluation pragmatique des risques économiques. Selon cette lecture, un refus frontal vis-à-vis des créanciers internationaux, dans un contexte régional déjà fragile,
pourrait fragiliser encore plus les populations les plus vulnérables et ouvrir la voie à une déstabilisation progressive. Les partisans de cette thèse rappellent que l'histoire du Sahel est marquée par des épisodes où le patriotisme économique s'est heurté à la dure réalité des rapports de force mondiaux. Face à ces deux arguments, l'un centré sur l'économie globale, l'autre sur la gouvernance, la réponse s'appuie sur les faits observés depuis le début de la crise. La réorientation des exportations d'or, l'augmentation de la production interne et la formation d'une alliance régionale avec le Mali, la Guinée et le Niger montrent que le pays n'a pas été isolé comme certains l'avaient annoncé. Les débouchés alternatifs vers la Chine et la Russie, combinés à l'effacement partiel de la dette en proportion du PIB, démontrent que la rupture n'a pas conduit à l'effondrement. En somme, le Stillman révèle que les critiques reposent sur des risques réels, mais que la trajectoire observée offre une contre-narration, celle d'un État qui, malgré sa vulnérabilité structurelle, parvient à négocier une marge nouvelle, fondée sur sa ressource principale et sur une solidarité régionale inattendue. Comme une transition, tout basculait ici. Au milieu de la confrontation, un renversement discret mais décisif apparaît. Le Burkina Faso ne se contente plus de résister. Il commence à remodeler activement son environnement régional. Là où les puissances occidentales anticipaient un isolement rapide, la dynamique prend une direction inattendue. Le Mali, le Niger et la Guinée renforcent leurs liens diplomatiques avec Ouagadougou, transformant le geste initial d'Ibrahim Traoré en catalyseur d'une coopération sahélienne nouvelle. Cette solidarité ne se limite pas au discours. Elle se traduit par des accords économiques concrets, des échanges commerciaux facilités et des projets d'infrastructures partagées qui reconfigurent les priorités régionales au moment précis où les sanctions cherchent à affaiblir le pays. Les circuits les pièces d'approvisionnement, d'abord fragilisés, sont réorganisés autour d'un réseau de partenaires moins sensibles aux injonctions internationales. Dans cette configuration, le Burkina Faso cesse d'être perçu comme un acteur isolé. Il devient un nœud stratégique d'un bloc émergent cherchant à affirmer sa souveraineté collective. Le Midpoint Reveal n'est donc pas seulement que le pays tient bon, c'est qu'il entraîne, volontairement ou non, toute une partie du Sahel dans un repositionnement sans précédent. Pour saisir l'ampleur de la trajectoire enclenchée, il faut observer comment les effets de la décision se déploient à travers quatre groupes chaque et majeurs: les ménages, les travailleurs, les acteurs économiques intermédiaires et les partenaires régionaux. Chacun ressent différemment la secousse initiale, mais tous perçoivent le même signal. Le refus, porté par Ibrahim Traoré, entraîne une recomposition progressive des équilibres internes comme externes. 1. Les ménages et la vie quotidienne. Pour les familles burkinabées, les premières semaines sont marquées par l'incertitude, rumeurs d'inflation, inquiétudes liées aux sanctions, spéculations sur la valeur de la monnaie. Pourtant, les effets les plus redoutés ne se matérialisent pas immédiatement. Les investissements publics financés par les recettes minières commencent à se percevoir dans les infrastructures, routes réparées, installation de générateurs électriques, renforcement des services essentiels. Si les inégalités ne disparaissent pas, la crainte d'un effondrement total recule au profit d'une lecture plus nuancée où la reprise de contrôle sur l'or devient un amortisseur partiel contre les chocs. 2. Les travailleurs du secteur minier. Pour ceux qui vivent directement de l'extraction aurifère, les changements sont tangibles. La nationalisation accélérée entraîne la réactivation de sites abandonnés et la création de milliers d'emplois locaux. Les équipes qui autrefois dépendaient de sociétés étrangères travaillent désormais sous supervision nationale,
avec des chaînes logistiques réorganisées pour limiter les détournements. Cette réappropriation technique et matérielle modifie la perception du secteur. L'or n'est plus seulement une ressource exportée, mais une activité capable de structurer l'économie interne. 3. Les entrepreneurs, coopératives et marchés locaux. Le troisième groupe ressent l'impact à travers la circulation des biens et la transformation des opportunités économiques. Les routes améliorées facilitent les échanges, les coûts logistiques diminuent et certaines coopératives agricoles voient dans la crise un levier pour renforcer leur autonomie. Les petits commerçants, longtemps dépendants des réseaux d'importation, adaptent leur offre grâce à des sources d'approvisionnement régionales nouvellement mobilisées. Ces évolutions encore fragiles montrent que la rupture a ouvert un espace de recomposition pour des acteurs qui jusque-là subissaient les fluctuations venues de l'extérieur. 4. Les partenaires régionaux et la scène diplomatique. Le dernier groupe, celui des voisins sahéliens, observe la situation comme un test grandeur nature. Le soutien affirmé du Mali, du Niger et de la Guinée confirme qu'une logique de solidarité prend forme autour du Burkina Faso. Cette alliance, déjà visible au midpoint, devient un levier géopolitique. Elle offre au pays de nouveaux débouchés commerciaux, tout en renforçant son poids diplomatique. La décision initiale d'Ibrahim Traoré cesse alors d'être perçue comme une prise de risque solitaire et s'inscrit dans une dynamique collective de repositionnement continental. À travers ces quatre groupes, un même constat revient. Malgré les sanctions et les projections pessimistes, le pays ne s'est pas effondré. Il s'est plus engagé dans une transformation où l'or, la souveraineté et les alliances régionales redéfinissent progressivement les contours de son avenir. Pour anticiper la trajectoire du Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois, trois scénarios cohérents se dessinent, chacun reposant sur un enchaînement plausible d'événements liés à la décision initiale et au contexte international. Aucun ne garantit une issue définitive, mais tous montrent que le geste porté par Ibrahim Traoré continue de produire des effets structurels qui dépasseront largement le moment du refus. Scénario de base. La stabilité sous pression. Dans cette version, les sanctions occidentales persistant, limitant les marges budgétaires du pays et ralentissant certains projets d'infrastructure. Cependant, l'alliance du Sahel, Mali, Niger, Guinée, demeure solide, permettant au Burkina Faso d'écouler une partie de sa production aurifère via des circuits commerciaux alternatifs. Les exportations vers la Chine et la Russie se stabilisent, assurant un flux de recettes suffisant pour maintenir les services publics essentiels. Le pays ne connaît pas une croissance forte, mais il évite l'effondrement annoncé, consolidant graduellement un modèle de souveraineté contrainte mais fonctionnel. Scénario optimiste. L'essor ajusté par les alliances. Ici, les partenaires non occidentaux intensifient leurs investissements, notamment dans l'énergie, les infrastructures et l'exploitation minière. Les projets le commun, développés dans le cadre de l'Alliance du Sahel, renforcent la position économique du Burkina Faso, qui commence à diversifier prudemment ses activités. La hausse de la production d'or se stabilise à des niveaux élevés, tandis que les chantiers d'infrastructure, routes, énergie solaire, logistique, soutiennent une croissance estimée entre 6 et 7 pour cent. Le pays devient alors un exemple de résistance transformée en opportunité, offrant aux voisins une illustration concrète d'un modèle de souveraineté régionale. Scénario pessimiste. Durcissement et contraction. Dans cette hypothèse, les sanctions s'intensifient. Restrictions bancaires accrues, limitations logistiques, pression diplomatique renforcée. Les exportations vers les partenaires alternatifs deviennent plus difficiles et certaines mines rencontrent des obstacles techniques faute d'expertise étrangère. Le pays entre alors en récession
et les tensions internes augmentent. Le gouvernement pourrait être contraint de renégocier certains aspects de sa position pour éviter un blocage complet. Même dans ce cas, toutefois, la rupture initiale laisserait une empreinte durable. Le recours à la nationalisation des ressources et les alliances régionales continueraient d'influencer la manière dont le pays conçoit sa souveraineté. À travers ces trois scénarios, un point demeure constant. L'avenir du Burkina Faso se jouera à la croisée des alliances, des ressources minérales et de la capacité interne à appliquer durablement la vision enclenchée par le refus de départ. Au-delà des indicateurs macroéconomiques, des flux commerciaux réorientés et des sanctions internationales, la décision du Burkina Faso révèle une dimension profondément humaine. Dans les marchés de Ouagadougou, de nombreuses femmes réorganisent leurs coopératives pour s'adapter au nouveau contexte. Certaines mettent en commun leurs bénéfices, d'autres renforcent les circuits locaux d'approvisionnement afin de limiter la dépendance aux importations devenues incertaines. Ces initiatives ne compensent pas entièrement les pressions économiques, mais elles témoignent d'une capacité d'adaptation souvent ignorée dans les analyses strictement financières. Dans les universités, le débat s'intensifie. Étudiants en économie, en sciences politiques ou en droit se réunissent en groupe d'études pour analyser les conséquences de la rupture, comparer les trajectoires d'autres pays riches en ressources ou réfléchir aux modèles alternatifs de développement. Pour cette jeune génération, la crise devient un laboratoire intellectuel où s'entrecroisent souveraineté, gestion des ressources naturelles et rapport aux institutions internationales. Les travailleurs du secteur minier vivent une transformation différente, plus matérielle. La reprise en main nationale, la réactivation de sites laissés à l'abandon et la restructuration des chaînes logistiques leur offrent de nouvelles opportunités, mais aussi une charge accrue de responsabilité. Certains y voient une stabilisation bienvenue après des années de dépendance aux opérateurs étrangers, d'autres craignent que l'effort demandé ne dépasse les capacités techniques disponibles dans le pays. Enfin, dans les familles, la décision suscite un mélange d'inquiétude et de fierté. L'idée que le pays tente de défendre sa souveraineté, même au prix de tensions extérieures, renforce chez beaucoup la perception que l'avenir ne se jouera plus uniquement dans les institutions internationales, mais aussi dans les choix collectifs internes. Cette dynamique, bien que fragile, contribue à redessiner la relation entre citoyens, États et ressources nationales. Pour donner de la cohérence à la rupture engagée et garantir sa durabilité, le Burkina Faso doit structurer une stratégie qui dépasse le geste initial porté par Ibrahim Traoré. Cette trajectoire exige une articulation dans plusieurs étapes, chacune visant à consolider une dimension clé de la souveraineté économique tout en limitant les vulnérabilités créées par les sanctions et les redirections commerciales. 1. Renforcer les infrastructures essentielles. La première priorité concerne l'énergie et les transports. Le pays doit investir dans des centrales solaires, des réseaux électriques régionaux et des routes capables de soutenir la logistique minière. Ces infrastructures servent de colonne vertébrale au modèle émergent, en assurant une indépendance énergétique relative et une circulation fluide des ressources stratégiques. 2. Diversifier les secteurs productifs. L'agriculture, encore sous-exploitée, doit être modernisée par l'adoption de techniques durables et l'appui aux coopératives locales. Parallèlement, le développement de petites industries de transformation et de services numériques permettrait de réduire la dépendance exclusive à l'or, tout en créant des emplois qualifiés. 3. Consolider les alliances régionales. L'Alliance du Sahel constitue un atout diplomatique majeur. En renforçant les accords commerciaux, les projets d'infrastructures partagés et les mécanismes de soutien mutuel, le Burkina Faso
peut atténuer une partie des effets des sanctions occidentales et stabiliser ses débouchés économiques. 4. Investir dans le capital humain. La dernière étape implique de miser sur la formation. Ingénierie, minière, gestion publique, énergie, numérique. Une main-d'œuvre qualifiée renforcera la capacité du pays à maintenir la production, à négocier ses contrats et à gérer ses ressources avec plus d'autonomie. En combinant ces piliers, le pays trace une feuille de route où l'intuition politique d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans un cadre opérationnel capable de résister aux pressions externes comme aux incertitudes régionales. À ce stade du récit, la trajectoire du Burkina Faso ne peut plus être lue comme une simple réaction à un ultimatum venu de l'extérieur. Elle renvoie à quelque chose de plus profond, presque intime, la volonté collective de redonner un sens à la souveraineté, non pas comme un slogan, mais comme une pratique quotidienne. Dans les rues de Ouagadougou, l'écho des premiers rassemblements reste présent, rappelant que les manifestations décrites plus tôt ne furent pas seulement des élans spontanés, mais les premiers signes d'une recomposition symbolique. Dans cette dynamique, le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Son geste initial, qui semblait n'être qu'un refus frontal, est devenu le point d'ancrage d'une mémoire en construction. Une mémoire où l'or, les sacrifices et les solidarités régionales se tissent dans un même récit. Pour beaucoup, ce moment marque une rupture psychologique avec des décennies de dépendance subie. Et lorsque l'on regarde les micro-cas évoqués précédemment, mines relancées, convois sécurisés, coopératives réorganisées, on comprend que le pays ne cherche pas seulement à tenir malgré la pression, mais à se projeter dans un horizon nouveau. Car au cœur de cette histoire, une intuition persiste. La souveraineté n'est peut-être jamais aussi forte que lorsqu'elle est partagée par tout un peuple. L'histoire du Burkina Faso, telle qu'elle s'est écrite depuis le refus de céder son or, dépasse largement les frontières d'un seul pays. Elle invite chacun à réfléchir à ce que signifie protéger ses ressources, affronter des pressions extérieures et imaginer un modèle économique affranchi des dépendances anciennes. Dans un contexte où les crises se succèdent, cette trajectoire montre qu'un État peut encore tenter de tracer son propre chemin, même lorsque les risques semblent disproportionnés. Mais une question demeure, adressée autant aux citoyens qu'aux observateurs extérieurs. Comment soutenir des choix qui misent sur la souveraineté sans ignorer les défis qu'ils impliquent? Les discussions autour de la dette, des alliances régionales ou du rôle des ressources naturelles gagneraient à être élargies, partagées et approfondies. Car la réflexion sur l'indépendance économique ne peut se limiter au cercle décisionnel. Elle appartient aussi aux sociétés civiles, aux jeunes, aux travailleurs, à tous ceux qui vivent les effets concrets des décisions politiques. Ainsi, reste ouverte une interrogation essentielle. Quelle place chacun est-il prêt à prendre dans la construction d'un avenir plus autonome et plus juste?